Salut les poolers et bienvenue au Dump and Chase de la semaine, épisode 16 de la saison 1 de 100% Pool, le podcast propulsé partout sur le hockey qui va vous aider à gagner votre pool cette année. Je suis votre animateur Oli OG Fizet et je suis évidemment accompagné de mon co-animateur encore animé, le cowboy qui dump plus vite que son ombre, le Chase du Far West, Lucky Guy Corbeau. Corbeau, comment ça va? Ça va bien, ça va super bien. Fait cocasse, on formait un petit quatuor universitaire, on s'appelait les Dalton. On avait toutes grandeurs différentes, fait que ça n'a pas duré bien longtemps. Mais, je suis dans la thématique. Fait que, Lucky Luke, why not? Ah ouais donc. On va voir si tu vas tirer sur les bonnes cibles cette semaine. À l'épisode, justement, on va vous conseiller 4 joueurs à dumper dans le fond de votre pool et 6 joueurs à aller chasser pour récupérer l'écart qui vous sépare de la tête du classement. Mais avant tout, si vous aimez nos conseils, allez vous abonner à nos pages YouTube, Instagram et TikTok à 100 Pool Podcast. Ça nous motive puis ça nous aide vraiment beaucoup lorsque vous likez et commentez nos contenus. On aime ça vous lire puis vous répondre le plus possible pour vous aider à gagner votre pool cette année. Sans plus tarder, le premier joueur que l'on dump cette semaine, écoute, ça me fait beaucoup de peine. Guys, this news is all really sad. C'est un joueur que justement tu arbores avec ton chandail cette semaine pour ceux qui nous écoutent sur YouTube. C'est le défenseur, la recrue, Ziv Bouyum. Je peux comprendre pourquoi tu dumpes ce joueur cette semaine, même si c'était mon premier choix cette année dans mon pool de keeper. Ça fait mal, vraiment. Je pense pas qu'il va être mauvais à long terme. Remarque, là, c'est un dump pour cette saison. Évidemment, sur une saison, sur des keepers, là, dans 3-4 ans, il risque d'être un joueur assez dominant offensivement. Mais ce qui me fait le dumper, la première chose qui me fait le dumper, en fait, c'est qu'il n'a que 4 tirs à ses 11 derniers matchs. C'est vraiment peu. Il a passé une séquence de 4 matchs consécutifs sans lancer. Ensuite, il a tiré une fois, un autre 3 matchs sans tir, puis on est revenu à 2 tirs un match, 0-1. Bref, c'est des 3 ou 4 matchs sans lancer, alors qu'il avait du temps d'avantage numérique. Il a quand même, on lui continue à lui donner le premier avantage numérique au Minnesota. Pas tout le temps, mais il a encore cette chance-là. Mais 4 tirs en 11 matchs, je crois bien, je veux bien croire, il a fait, durant ces 11 matchs-là, il a fait 3 points. Là, fait que c'est peut-être pas catastrophique au niveau statistique, mais c'est impossible que ça se maintienne sur une plus longue période. Il va devoir se ressaisir. Depuis le début de la saison, pour un joueur qui joue plus que 3 minutes par match en powerplay, presque 19 minutes en moyenne, il y a un tir par match. C'est vraiment, vraiment, vraiment peu. Il a commencé l'année aussi très, très fort. Là. Je pense qu'on peut... on se le cachera pas. Je pense qu'il y avait 5 points dans ses 4 premiers matchs. Ouais. Depuis, c'est quand même une longue disette. Il y a 13 points depuis le début de la saison. Là. Ça veut dire qu'il est 8 en 25 depuis. C'est un rythme d'un peu moins de 30 points. Là. C'est vraiment pas... non, c'est vraiment pas assez. C'est pas assez sur du long terme non plus. C'est pas soutenable. Il n'y a pas vraiment d'indicateur, au contraire, qui dit que ça va aller mieux. Fait que pour moi, Ziv Bouyum, c'est un dump. Je pense que son étoile a parlé. On est même plus dans la course au Calder. Là. Au bout de 10 matchs, on pensait qu'il était vraiment là avec Schaefer, Demidov, à la limite Seneca à l'époque. Mm-hmm. Il n'est pas là pantoute. Donc, à long terme, le garder là, je pense pas que c'est un flop total en termes de choix repêchage, mais tempérons nos attentes. Je l'ai dit de mémoire là, dans nos épisodes du Wild, là, je pense, dans ma tête, Bouyum, s'il faisait 35 points, c'est un succès. Ouais. Je pense encore que ça va être ça. S'il fait 35 points, c'est un succès. Il faut s'attendre à un petit peu moins que ça. Puis, tu sais, tout ça dans une séquence où est-ce que le Wild jouait vraiment bien. Mm-hmm. Fait que, voilà. Non, c'est dommage. Ziv. Goodbye Ziv. Ew, don't. C'est malheureusement, il aurait pu prendre la place en plus. C'est pas comme si Brock Faber, Jared Spurgeon ou Jonas Brodin jouaient bien en ce moment. Tout le monde est un peu au ralenti ou du côté de la défense du Minnesota. C'est vraiment dommage pour Ziv. J'espère qu'il va se ressaisir un peu. Il y a quand même du temps de glace. Je pense qu'ils n'ont pas abandonné, mais. Puis tu sais, je comprends que c'est une statistique qui n'a aucun rapport dans un pool de hockey, mais il est quand même moins 11. C'est vraiment pas assez fort défensivement. Fait que c'est comme si défensivement, il n'est pas capable de bien performer, ça va être difficile de le faire jouer aussi offensivement.
Pour moi, Ziv, c'est à mettre au brancard, au brancard, bref, dans le garde-robe pour la fin de la saison. Vous le sortirez l'année prochaine quand il va avoir un petit peu plus, quand il va être un petit peu plus vieux. Ouais, si vous êtes dans un redraft, donc des poules que vous repêchez à nouveau un effectif complet, il ne vaut plus la peine en ce moment, non plus dans un pool de catégorie, seulement dans un pool peut-être de salarial ou un keeper. Vraiment, gardez-le, mais sinon, passez à autre chose. Il y a des joueurs à aller chasser, justement, cette semaine, des défenseurs qui pourraient prendre sa place. Wow. Mais malheureusement, un autre qu'il faut dumper cette semaine, c'est un gardien de but qui on se demandait s'il allait rebondir ailleurs cette saison sous un nouveau cieux, dans un nouveau chandail, dans un tandem qui a bien commencé la saison. John Gibson, l'ancien Ducks, quand tout va bien du côté d'Anaheim, lui part à Détroit, puis ben, ça va toujours pas aussi bien. Non, puis je pense que John Gibson a été un des gardiens de but qui a été le plus surestimé dans les dernières années. Quand on regarde ses statistiques, il y a eu un début de carrière extraordinaire. Là. Son pourcentage de départ de qualité, Jeff a fait un 60% sur 52 matchs. Il a fait plus de 50% pendant plusieurs saisons consécutives. Mais ça fait depuis la saison 2019-2020, fait que ça fait quoi, 6 ans, 6-7 ans, qu'il n'a pas eu plus de 50% de départ de qualité. Je comprends qu'il joue avec des Ducks d'Anaheim qui étaient blessés, qui manquaient cruellement de talent, mais n'en demeure pas moins que je crois qu'il a été surévalué. Boom! Hot take! Cette année, en ce moment, il a quand même joué 15 matchs, donc les Wings continuent, où ils n'ont pas le choix, tu vas me dire, à lui donner des départs. Il a seulement 6 victoires, 7 défaites et une défaite en prolongation. Et là, c'est là que ça fait mal. Il n'a que 4 départs de qualité, en 15 matchs. C'est moins d'un sur 3, quasiment un sur 4. C'est vraiment faible. C'est vraiment faible. Son pourcentage d'arrêt est à 870 et son nombre de buts accordés par match en moyenne est à, ça c'est fou, 3,58. L'échantillon commence à être, c'est ça, quasiment à 4. Je comprends que tu peux te faire traverser une fois de temps en temps, mais là, il y a une limite. Les Wings sont pas, ils sont pas si mauvais que ça. Là. Je comprends que c'est pas une puissance de la Ligue nationale. C'est pas non plus les vieux Sharks de San Jose de l'époque où on pouvait gagner 20 matchs dans une saison. Non, mais tu sais, il y a quand même une limite. Ses statistiques sont effrayantes. Moi, c'est vraiment un gardien de but que je dump. Je n'y crois plus. Je pense que si les Wings veulent faire un bout de chemin en saison et en série, s'ils veulent faire les séries, ils vont devoir trouver une solution du point de vue des gardiens de but. Fait que Gibson, c'est fini pour moi. Et même s'il y a du volume, il gagnera pas. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Il y a un peu de volume parce que l'autre gardien de son tandem, mais c'est Cam Talbot. John Gibson, tu le disais, malgré très peu de départs de qualité, il y a 2 victoires en plus, 2 victoires qu'il est allé chercher lorsqu'il avait accordé 4 buts dans ce match-là. C'est tout pour vous dire, des fois, vous nous entendez beaucoup analyser les défenseurs, les attaquants, les joueurs en général, pour vous, avec différentes statistiques, pour dire si c'est soutenable ou insoutenable. Ce gardien de but-là, déjà qu'il n'y a pas beaucoup de départs de qualité, en plus que ses victoires, il les gagne lorsqu'il n'a pas des bonnes statistiques. Franchement, là, ça ne vaut pas la peine de continuer avec lui. Je pense que Détroit devrait carrément aller chercher quelqu'un d'autre que Cam Talbot et John Gibson s'ils peuvent croire et oser croire aux séries éliminatoires. Faut passer à autre chose. Comme nous, on va passer à un autre défenseur et t'en as quelques-uns. C'est le deuxième. Ouais, j'en ai 3 sur 4. 3 sur 4 qui sont des DOM, qui sont des défenseurs. Ton deuxième, John Klingberg du côté de San Jose. Je t'ai posé la question au début, avant de commencer l'épisode, pour savoir John Klingberg. Ouais, j'avais comme l'impression qu'il jouait bien. Tu m'as comme un peu, tu m'as remis un peu à l'ordre parce que tu m'as dit qu'il avait gagné, qu'il avait marqué 2 points à son dernier match, mais qu'autrement, ben, il avait été laissé de côté dans d'autres matchs aussi avant ça. Ouais, ben c'est un peu ça qui est frustrant avec Klingberg. C'est que quand il joue, il va jouer 20 minutes, mais il va aussi être mis sur la passerelle pendant 3 matchs. Ça devient très, très difficile à gérer. Ça veut aussi dire que l'entraîneur ne lui fait pas vraiment confiance. Je comprends que les Sharks sont pas une grosse équipe. Est-ce que la bulle de San Jose va finir par péter éventuellement aussi? Tu sais, à un moment donné, est-ce qu'ils peuvent vraiment passer de la pire équipe de la Ligue à une équipe qui se bat pour une place en série? Je dis pas que c'est impossible, mais je dis pas que c'est possible non plus. Ils ont quand même Askarov qui joue du gros hockey, Celebrini, Smith, même Eklund s'est remis en marche.
ça demeure Alex Venberg, le deuxième, le centre de deuxième trio. C'est pas Vargeux comme on dit par chez nous. Puis Klingberg a quand même 9 points en 21 matchs, mais il y a quand même des matchs de 2 points. Il y en a 3 depuis le début de la saison, 2 pardon, depuis le début de la saison. Il a commencé avec 2 points en 2 matchs. C'est comme si des petites séquences que quand on les enlève, on réalise que il y a vraiment beaucoup de matchs où est-ce qu'il y a des bangs au niveau des points, au niveau des tirs aussi. Des fois c'est 0, des fois c'est 3. Il y a beaucoup, beaucoup d'inconstances. Puis c'est ce qui me fait peur avec Lindbergh. Puis je suppose que c'est ça pourquoi il est laissé de côté, c'est qu'il est très inconstant. Donc, pour moi, je comprends qu'il y a 9 points en 21 matchs. D'un point de vue offensif, c'est pas dangereux. Tu sais, c'est pas mauvais, là, mais 100% de ses passes, c'est des passes secondaires. Tu sais, c'est comme, Oui. c'est fatigant, ça. C'est fatigant. Mais c'est ça, tu sais, c'est comme, il va bien statistiquement, mais la prochaine étape, tu sais, vous pouvez peut-être essayer de le vendre, mais y a-tu vraiment une valeur? Tu sais, c'est un peu, y a-tu vraiment une valeur sur John Klingberg? Si vous avez des poules profondes, peut-être, mais moi, j'en vois pas. Fait que, tu sais, je préférerais dire, bon, ben, si je suis pas capable de l'échanger contre un choix tardif ou contre un joueur des ligues mineures, je vais juste le laisser aller, puis je vais aller chercher un autre défenseur qu'on pourra peut-être discuter un peu plus tard là, dans le chase. Mais il me semble qu'il y a beaucoup de lumière rouge sur un joueur qui est reconnu comme étant un gars qui se ramasse à plus jouer. C'est un peu ça. Ouais, tu l'as dit, son match de 2 points du 7 décembre, là, de dimanche, et un autre match aussi où il avait eu 2 points. Quand tu regardes son total de la saison, je pense que ça en dit beaucoup. Il y a eu des bons matchs, des bons flashs. Il y a eu un match, écoute, il a joué ça, là, il a joué 7 minutes et demie en power play. Il a fini la game -3. Wait, what? Je comprends que tu dis, je comprends ce qu'on a dit puis qu'on dit toujours que le différentiel, c'est pas une statistique qu'on aime considérer, mais tabarouette. Ça a pas d'allure. Non, Non, mais ça l'exemplifie notre point. Je pense que si vous l'avez dans votre pool, parce qu'il est quand même à 37% dans les alignements sur Fantrax. Si vous l'avez dans votre pool puis vous voulez aller le vendre, vous pouvez dire à quelqu'un qui écoute, il y a encore du temps de power play, il y a encore du temps de glace. Oui, il a été blessé un peu en début de saison. Franchement, là, passez à autre chose. Prochain appel. Merci, bonsoir. Dump his ass. C'est plate à dire parce que les Sharks sont pas c'est encore une équipe de bas de classement, mais qui peut remonter. Ils ont une belle attaque. Ils ont une défensive qui doit prendre plus de place. Shout-out à un de mes amis, Brian Biondi, qui est un des plus grands fans des Sharks que je connaisse au Québec. Franchement, il reste encore quelques années avant que des défenseurs soient relevant du côté, en termes de pool du côté des Sharks de San Jose. absolument. Je pense que le prochain en liste, ça va être Sam Dickinson, mais il n'est pas NHL ready encore. Donc, on va être patient. On va être patient avec la défensive parce qu'offensivement, on va se dire, ils sont au rendez-vous. Qui sait, peut-être le camarade Madoul. Prochain défenseur du côté des deux. Shakir Madoulin. Moukamadoulin. Ah, bien fait, bien fait. Mais le prochain Dump, en plus, c'est un camarade. Écoute, une autre recrue, Alex Nikishin, que tu mets dans tes dumps cette semaine. Ouais, ben Nikishin, 9 points en 27 matchs, un rythme de plus ou moins 30 points sur une saison, rien de catastrophique. Il n'y a pas de temps d'avantage numérique, Nikishin. Il n'y a pas de place en Caroline, tout simplement. C'est ça qui fait mal. Ça y fait vraiment très, très mal. D'autant plus que c'est pas un défenseur qui ne tire pas au filet. Tu sais, il tire quasiment 2 fois par match. Les Hurricanes ont juste pas ce type d'attaque-là de ce côté-là. Ils ont Shane Gostisbehere qui connaît une saison époustouflante. Ensuite, ils sont allés chercher Keandre Miller qui est deuxième en liste. On a quand même Jacob Savin qui est capable de faire ce type de travail-là quand même probablement mieux que Nikishin pour le moment. Ils ont même mis Sean Walker là, rendu là. Il n'était pas le premier choisi du côté de Rod Bredamo. Là. Absolument pas. Il joue 19 minutes par match, ce qui est pas mauvais. Donc, c'est un peu ça. Puis, tu sais, quand je parlais de lancer par match, oui, il tire beaucoup, mais il y a des matchs, des fois, qu'il y a 5 tirs au filet, du 4 tirs. Fait que, tu sais, c'est comme si ça fait excusez l'expression, mais ça booste des stats. Mais ça n'a pas une signification. C'est pas régulier comme type de production. Puis là, ça doit faire, écoute, ça fait 12 matchs, il y a un seul point. À un moment donné, je pense que son rôle en Caroline, on l'a mis dans une chaise plus défensive. Il faut dire que Nikishin a commencé la saison avec 4 points en 4 matchs. Fait que, si on retire ces 4 points en 4 matchs-là, il se ramasse à quoi? 5 points en
4 matchs. Sans dire que tu y Euh, retires, mais même si tu y donnais 2 au lieu de 4, ça reste non, mais quand je veux même. dire, une fois qu'il a fait ces 4 points-là, à partir du 5e match de la saison jusqu'à aujourd'hui, Je comprends. il n'en a pas fait beaucoup. Fait que, si vous l'avez acquis après son 4e match, ben, vous devez être probablement amèrement déçu. C'est ça. J'ai pas de feeling amoureux envers Nick Chin. Je n'étais pas un de ses plus grands fans quand il est arrivé dans la Ligue nationale. Puis, il n'a même pas prouvé qu'il était capable de prendre un rôle offensif. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais joueur, mais en ce moment, en Caroline, il n'y a pas de place pour lui. On ne lui en a pas fait non plus. Puis on n'a pas démontré depuis le début de la saison, il y a quasiment 30 matchs de jouer, là, on n'a pas démontré du point de vue des Hurricanes qu'on va lui faire une place offensive dans les prochaines saisons. Donc, d'un point de vue pool, pour moi, c'est un gars que je laisserais aller, que je pourrais dumper. Évidemment, si c'est dans un keeper, il y a une valeur d'échange très grande parce que vous pouvez vendre des performances passées, mais j'y crois pas. Tu sais, Gostisbehere est tellement performant. Puis l'acquisition de K'Andre Miller, ça va y faire mal. Tu sais, le deuxième défenseur qui fait des points, c'est Miller en ce moment en Caroline. Ouais. Ça vient gruger tout le minime potentiel offensif que Nick Chin avait. La seule chose que je veux dire, c'est parce c'est un joueur comparable à Ziv Bouyum. Début d'année, 2 jeunes recrues. Bon, Alexander Nikishin a Ouais, quand même mais 24 ans. Là, ouais, c'est ça. C'est quand même une plus vieille recrue. Je pense qu'effectivement, on devrait y donner plus de temps de glace en Caroline. S'il jouait ailleurs, peut-être qu'il aurait plus, qu'il aurait plus de Mais temps de jeu et de en fait, chance. Mais ce que j'aime plus, en fait... Ouais, vas-y. mais je disais, si Nick Chin est avec les Sharks, ça sera autre chose. Ça sera un autre discours. Voilà. Ce serait un autre discours, effectivement. Il y aurait tout le temps de jeu, puis il y aurait toutes les chances du monde. Mais puis le pire, c'est qu'il joue pas mal, contrairement à un Ziv Bouyum que je vous disais de ne peut-être pas garder si c'est un pool à catégorie, par exemple, ou Nikishin, avec 2 mises en échec par match, 1,33 blocs, il tire presque 2 fois par match. Même s'il ne te fait pas beaucoup de points, tu peux aller le chercher, tu peux peut-être aller le garder en termes de keeper. S'il y a une grosse semaine où les Hurricanes jouent 4 matchs, des off-nights et tout ça, il vaut encore la peine. Puis il y a quand même un semblant de relevancy, là, d'être pertinent dans des pools, versus Bouillum, qui lui n'a pas justement ces statistiques-là périphériques, comme on dit, pour croire qu'il peut récupérer. C'est ce qui met fin aux joueurs qu'on vous conseille d'aller dumper. Maintenant, passons aux joueurs à aller chasser. Et là, tu commences tes 2 premiers joueurs à aller chasser avec des joueurs des Sabres de Buffalo. Et non seulement ça, un joueur qui en ce moment est sur un pace de 103 points par match. Bon, 103 points par saison, pardon, sur un pace de 4 par match, ça aurait été incroyable, mais il n'est pas si bon que ça. Mais quand même, en ce moment, il va très bien. Je parle ici de Josh Norris, qui a 5 points à ses 3 derniers matchs depuis qu'il est revenu de blessure, et de Jason Zucker, qui lui est 3 en 3 sur un pace de 66 points sur une saison. Vraiment, Buffalo s'est réveillé, du moins en attaque. Norris vient faire du bien au niveau de l'alignement. Ça paraît. Ça paraît vraiment beaucoup. Je vais commencer par Zucker parce que je pense que c'est lui qui me dérange le plus de recommander d'aller chasser, mais il est sur une excellente séquence. Puis il joue en avantage numérique. Tu sais, les Sabres ont comme de l'attaque, mais ils n'en ont pas tant que ça, ultimement. Zucker joue en avantage numérique. L'année passée, j'étais le premier à douter de ses 60 points. Là. Je ne sais pas si tu te souviens. Ouais. J'étais pas très, très enjoué de le voir faire autant de points, mais force est d'admettre qu'il le fait très bien. Par secondaire, il est à 26 Il y a encore de la place pour aller chercher un peu plus de place. Il commence 65 de ses mises en jeu offensives. C'est son 2e plus haut total en carrière. Il joue avec des joueurs. On lui a donné un rôle vraiment, vraiment offensif. Et je pense que son 66 points est assez juste pour ce qui s'en vient. Il faut dire que ses coéquipiers aussi marquent à 7,6 lorsqu'il est sur la patinoire, ce qui est un peu en deçà de la moyenne. Fait que, tu sais, ça commence à faire beaucoup de petites statistiques qui te fait dire que, oui, son pourcentage de tir est peut-être un petit peu élevé par rapport à sa moyenne de carrière. C'est ce que j'allais dire. Mais il peut aller chercher une petite passe secondaire après. Tu sais, fait que c'est comme si il y a des échanges statistiques qui peuvent se faire en termes de points qui vont lui permettre de garder ce pace-là. Donc, j'aime bien l'idée que Zucker va faire son 60-65 points. Évidemment, s'il évite les blessures, là, c'est un joueur qui est quand même blessé à quelques reprises. Mais est-ce qu'il peut faire un 30... Ouais, est-ce qu'il peut faire 30 buts, 30 passes, Zucker? Peut-être. Peut-être que c'est le genre de statistique qu'il pourrait faire. Il y a déjà 9 buts à son compteur. Donc, ouais, je chasserais Jason Zucker.
puis je riderais la vague si jamais je vois que finalement, on lui retire ce rôle offensif-là, puis on peut le faire mettre des jeunes, là, je sais pas, Benson et Jack Quinn qui déçoit encore, ben peut-être que là, je laisserai aller, mais les Sabres tentent de gagner des matchs de hockey. Puis derrière Thompson et le deuxième joueur, Josh Norris, que je vais parler, il n'y a pas grand-chose de très, très convaincant. Ouais, Il y a Alex là, Stock qui joue pas mal, puis il y a c'est ça Jason j'allais Zucker. dire. Alex Tuch ne joue effectivement pas très mal. C'est peut-être mon moment là, du daily reminder, de daily face-off, parce que les lignes à Buffalo changent. C'est incroyable. Écoute, Alex Tuch est revenu Ils avec ont, Tage Thompson. Josh Doan ils est ont eu avec beaucoup de Josh blessés. Norris. Ils ont eu beaucoup de Puis, blessés. ah, mais tu sais, Benson jouait avec Tage, on l'a redescendu, il jouait avec Norris. Zucker, en ce moment, je joue avec Ryan McLeod puis Jack Quinn. Faut juste faire attention. Regardez-le. Je pense qu'il joue quand même effectivement bien. Ce qui l'aide, tu l'as dit, pour Zucker du moins, c'est vraiment son avantage numérique. C'est ce qui fait la grande différence. Et c'est ce qui aide aussi Josh Norris, qui lui joue sur un premier avantage numérique et est devenu le deuxième centre derrière Tage Thompson à Buffalo. Mais en fait, il est devenu le premier centre parce que le retour de Norris a fait qu'on a mis Thompson à l'aile. Donc, le premier trio présentement, c'est Thompson, Norris et Zach Benson. Je pense que c'est la première fois à Buffalo de la saison qu'on identifie le premier trio. Mhm. Normalement, il allait par défaut à dire sur quel trio joue Thompson, c'est le premier. Là, on a vraiment mis Norris puis on l'a identifié comme étant le premier centre. Il joue avec Benson, il joue avec Thompson. Et c'est le trio avec lequel on donne le plus d'attaques. Norris a aussi du temps d'avantage numérique. Fait qu'on lui donne du temps de jeu comme étant le premier centre des Sabres de Buffalo. Est-ce qu'il va se blesser, Norris, encore? Possiblement, probablement, je ne sais pas. Je n'ai pas de boule de cristal et c'est déjà blessé cette année. Fait Mhm. il y a eu la blessure. J'ose croire qu'il y a eu sa blessure de l'année. Ouais. Puis oui, là, tu disais qu'il y a eu il y avait 5 points en 3 matchs. Puis non, ça sera pas, il ne fera pas un rythme de 100 points cette 103. année. Ah! Mais tu sais, en carrière, Norris, c'est quand même un gars qui fait en moyenne 55 points, 60 points. En ayant un déploiement de premier trio, il va encore le faire. Il y a encore Rasmus Dallin sur le powerplay à Buffalo. Je comprends qu'on n'a pas un gros club, mais il finit par faire. Je veux dire, il faut bien quelqu'un qui marque ces buts-là. Puis je pense que Josh Norris va aider ce joueur-là à marquer. Donc, Ouais. j'aime bien ses chances. C'est un gars qui marque quand même beaucoup de buts. Il a déjà une saison de 35 buts. Fait tu sais, c'est pas un deux de pique, là, Josh Norris. Non, Je dis c'est pas que c'est un effectivement. bon échange là, qu'il y a eu avec Ottawa, mais tu sais, c'est vraiment. Je ne néglige pas Josh Norris. Vous avez une ligue dans laquelle vous avez un bench, vous pouvez mettre des joueurs blessés. Vous prenez ce Norris, 15 jours, vous le faites jouer, puis 15 joue plus, vous le retirez. Exact. Je pense pas qu'il va nous laisser sur notre fin en jouant, puis c'est statistique le prouve. Là, on le ramène, il est full on, puis on lui donne tout le temps de glace possible. Donc, moi, j'aime beaucoup Josh Norris. C'est un joueur que j'aimais beaucoup à l'époque. Je l'aime encore. Les blessures, ils ont fait mal, mais But your injury, it requires rest and time. Ah ouais, non, les blessures vont. C'est ça qui va avoir ralenti sa carrière, qui va peut-être l'affecter durant le restant de sa carrière dans la Ligue nationale de hockey. Tu l'as dit, temps de jeu, 4 minutes 20 en power play, c'est ce qui l'aide, du moins, je crois, le plus. Il y a quand même 22,2% de tirs réussis. L'année dernière, 21. Il y a déjà eu une année avec les Sénateurs d'Ottawa où il était à 20. Donc, c'est pas dans l'ordre de l'impossible en ce moment ce qu'il fait. Il non. frappe un peu moins, fait que je pense que ça vient un peu de son côté aussi où il a été blessé. Il va peut-être s'impliquer un petit peu moins physiquement dans des poules de catégorie. Il était intéressant pour ça. Je te dis qu'il n'était pas sur une première ligne parce que ce soir, là, au moment où on enregistre, le lundi 8 décembre, il est sur un deuxième trio avec Benson et Doan. On a remis Thompson au centre et Alex Tuch. Ça vous montre encore plus comme quoi le daily reminder de Daily Face-Off est très important de toujours vous rappeler qu'il faut faire attention avec les trios et de toujours regarder les déploiements, non seulement des 2 premiers trios, mais aussi des avantages numériques de chacune des équipes. Donc, on a parlé des 2 joueurs à aller chercher à Buffalo qui vont très bien en ce moment. J'étais convaincu de changer le 3e joueur à aller chasser. On voulait parler de Michael Bunting du côté de Nashville, mais j'étais convaincu d'aller parler de Luke Evangelista qui, lui, joue très bien en ce moment. Écoute, les Prédateurs, on le sait, on en a parlé ad vitam aeternam cette saison sur le podcast, comme quoi c'était pas une équipe qui était intéressante du côté pool. Mais force est d'admettre que Luke Evangelista, en ce moment, il a 19 points en 27 matchs. Il a déjà 6 points en supériorité numérique.
puis il tire juste à 6,9% de réussite sur ses tirs. C'est très bas. Franchement, quand on s'en est parlé pour voir si on l'incluait aujourd'hui à l'épisode, on a réalisé que ses performances sont quand même soutenables. En général, son nombre de passes secondaires est à 26%, ce qui est quand même bas. Pourrait aller récupérer une passe ou deux par-ci, par-là. Oui, il est sur un deuxième avantage numérique, mais il joue quand même 2 minutes 18 en moyenne. Donc, il réussit à tirer son épingle du jeu sur le temps de glace qu'on lui donne puis sur le déploiement. Donc, en ce moment, Luke Evangelista, oui, il y a eu quelques matchs où, dans les derniers, dans son game log, comme t'aimes le dire, son match par match, il a connu 3 matchs de suite de 2 points. C'est ce Dans qui me les fait hésiter. You hesitated. She hesitated. You hesitate? C'est ce qui me fait hésiter parce que j'aime pas ces tendances-là de joueurs qui ont des grosses séquences et qui ralentissent. Par contre, son pourcentage de tir est vraiment bas. Son nombre de passes secondaires était vraiment bas aussi. Fait qu'à un minute, tu te dis, il faut bien c'est une correction qui doit arriver. Il faut qu'elle arrive d'une certaine façon. Puis si on regarde pleinement juste les statistiques sur une période peut-être un peu plus longue, il y a quand même il y a toujours au moins un tir au filet depuis la fin du mois d'octobre, le 25 ou le 26 octobre. Ça fait un mois et demi là, que le gars il a un tir à tous les matchs. Il y a des matchs de 6 ou 7 tirs. Fait que, on lui a donné, je pense, quelque chose d'intéressant là-dedans. Les prédateurs ont rien d'autre, fait qu'on va le mettre le plus de l'avant. Je comprends qu'il joue encore sur un deuxième avantage numérique, mais s'il continue de performer, ce n'est qu'une question de temps avant qu'on le mette sur un premier avantage numérique. Tu parlais de son pourcentage de tir. C'est pas un gars qui tire à du 17%, par contre. Là, en carrière, il est en bas de 10%. Exact. Mais encore là, en carrière, c'est vraiment bas, 9%. Fait que tu dis, est-ce qu'il peut aller chercher, mettons qu'il va chercher 10%, mais c'est un but de plus, c'est 2 buts de plus. En ce moment, son pace est à 58 points. Je pense qu'il peut faire 65. Aux statistiques qu'il démontre, je pense qu'il peut faire 65. C'est pas impossible. Il est à son breakout year aussi. C'est ce que j'allais dire. Il a joué 199 matchs. Là. Il a quasiment 24 ans. C'est là ou jamais pour Evangelista, puis je pense que ça se passe. Ça ne sera pas un gars qui va faire un point par match, je ne crois pas, dans sa carrière. Par contre, il peut te sortir un solide 60-65. Puis c'est avec des gars comme ça que tu gagnes un pool avec ce genre de profondeur-là. Fait que oui, tu m'as convaincu, effectivement. J'aimais bien Michael Bunting parce que lui aussi, il joue avec Evangelista. Je pense qu'il profite un de l'autre. Mais Evangelista, le fait qu'il soit soutenable, c'est pas un joueur que j'aime, personnellement, mais force est d'admettre qu'il est tout là. Ben, tu sais, il est disponible, il est seulement que sur des alignements de 5% sur Yahoo, 35 sur Fantrax. Donc, il est disponible. Coûte pas très cher dans un pool salarial. C'est un joueur qui, tu sais, souvent, on va parler de stats, on va parler de tout ça. Quand on parle de contexte aussi, là, ce gars-là vient des Knights de London. Puis ça, on n'en parle pas souvent, puis on donne pas cet argument-là, mais il y a des joueurs qui sortent de ce programme-là. La plupart du temps, c'est des joueurs qui sont souvent NHL ready. On le sait à cause des dirigeants qui sont là-bas et tout. Mais ça montre que je crois que sa dernière saison qu'il avait connue, la première en fait qu'il est arrivé dans la ligue professionnelle du côté de Milwaukee, dans la AHL, 41 points en 49 matchs. Il était 15 en 16 à sa première année professionnelle en AHL dans la ligue américaine. Le gars, il a clairement quelque chose. Maintenant, il a de la place à Nashville. Il est maintenant sur un premier trio avec Ryan O'Reilly et Steven Stamkos. C'est son breakout year. Moi, j'y crois pour vrai. Je pense qu'il va connaître une bonne fin de saison. Il va continuer comme ça. Il va avoir peut-être une petite période ou deux. Il va retomber, mais je pense sincèrement qu'il peut aller chercher un 65 points cette année. L'Évangile Luc, comme je vais Luc l'Évangile. Luc l'Évangile. Nice. Comme je vais aimer l'appeler pendant le restant de la saison. Verset 3, psaume 43, j'ai aucune idée. Je connais absolument pas ma Bible. De Luc Évangile. Écoute, avec Noël qui arrive, c'est tout à fait juste d'en parler. Prochain joueur à aller chasser, on va passer à Chris. 2 défenseurs. On passe de l'Évangile au Chris. Chris Le Temps. Il n'y a pas beaucoup de défenseurs à aller chercher. On le sait, c'est très difficile. C'est une denrée rare. Denrée. Noël? Non? OK. Stop it. Get some help. Mais Chris Le Temps vaut la peine en ce moment. Il a été on and off cette saison. Moi, je sais que je suis allé le chercher, je l'ai redumper, je suis allé le rechercher finalement. Puis je suis content que tu l'aies inclus justement dans les chases cette semaine. En fait, il m'a comme forcé la main. Les Pingouins, en général, me forcent la main.
Bon, ils ont ralenti un petit peu là, dans les dernières semaines. Ouais. N'en demeure pas moins que le temps continue à produire un rythme de plus ou moins une quarantaine de points dans une saison. Il tire moins qu'avant. Tu sais, je suis conscient de cette statistique-là. Par contre, il marque moins aussi. Là. Son pourcentage de tir est en bas de 5%. Fait que c'est tout à fait normal. Mais quand on regarde ses statistiques avancées, on a commencé à lui donner un peu à la Ovechkin, là, donc vraiment plus de mise en jeu en zone offensive. On a réduit Ouais. sa charge défensive. Il commence 60% de ses mises en jeu en zone offensive. Dans les dernières saisons, on était plus aux alentours de 51, 52%, ce qui est pas tant que ça pour un défenseur à caractère Terre offensif offensif. normalement. Et en ce moment, ses passes secondaires sont à 27%. Pour un défenseur, c'est très, très bas. Ça pourrait être le double. Il pourrait avoir 3-4 passes de plus, puis ça serait raisonnable là, dans son nombre de points. Et pour le reste, tout est au beau fixe. Tu sais, son temps de glace est quand même très raisonnable. Il fait du 21 minutes. Il a encore le deuxième avantage numérique derrière Carlson. Dans le premier quart de la saison, en fait, il a fait 8 points en 19 matchs. Là, il est à 5 en 8. Tout va bien pour le temps. Il a juste rattrapé dans les derniers matchs. Là, je pense que c'est 4 points en 5 matchs. Le 5 en retard 5, en fait, statistique. dans les derniers matchs. Bref, donc oui, exact. Donc, il a rattrapé un peu ce retard-là qu'il avait, mais au global, là, le temps va te donner 40 points. Il a 38 ans et demi. Fait qu'il approche la quarantaine. C'est sûr que ça fait peur, mais moi, je pense que c'est un défenseur à aller chercher. Si vous avez besoin d'un défenseur pour un peu stabiliser votre défensive, Erik Karlsson n'est pas non plus intuable. Et s'il est blessé, le temps on va voir sa production exploser. C'est comme si c'est un gars qui ne peut pas descendre en bas du 35 vraiment. Là. Fait que tout ce qu'il peut faire, c'est aller plus haut. Moi, je le vois faire en ce moment 40, puis il pourrait aller à 45, puis ça serait pas impossible. Évidemment, il faut que les Pingouins se Wow. maintiennent, mais moi, je continue à croire qu'avec le retour de Ricard Raquel, ça va pas lui nuire. Donc, j'aime ses chances à le temps de continuer à produire un, un bon niveau en termes de joueur de hockey. Il n'est pas fini à 100%. Fait que, Ah. ouais, je le recommande, évidemment, dans une perspective de gagner. On ne reconstruit pas un club avec Chris Letang. Mettons il est à la résurrection, on va le dire de même. Un peu plus haut, un peu plus loin, le cher Chris Letang, effectivement. Content de voir qu'il peut toujours être utile. Tu l'as dit, un petit peu utiliser juste de meilleurs récipients parce qu'il est un peu plus vieux. Puis il en profite malgré un petit peu moins de temps de glace en général et sur le power play. Chase him, get him! Et un autre défenseur que tu nous conseilles d'aller chercher, un camarade du côté de Columbus. Écoute, il y a quand même quelques défenseurs qui vont bien à Columbus. Zach Werenski en est un. Danton Metichuk joue bien dernièrement, mais tu nous conseilles d'aller chercher Ivan Provorov. Oui, puis pour une seule et unique raison, Provorov en ce moment est dans un rythme de 31 points, ce qui est son rythme des 3-4 dernières saisons, mais jamais il ne lançait autant. Dans les 3 dernières saisons, il tirait environ à 1,2 ou 1,3 tirs par match. Là, il tire à 2 tirs par match, ce qui est vraiment, vraiment beaucoup par rapport à sa moyenne habituelle. Et ça ne s'est pas encore traduit en points, mais ça va le faire. Ce n'est qu'une question de temps avant que ce nombre de tirs-là devienne une passe ou deux supplémentaires. Donc, et quand il tirait là du 2 ou 2,2%, il jouait avec les Flyers à l'époque, il faisait des saisons de 38 ou 40 points en termes de rythme. Donc, en ce moment, il est toujours aux alentours de 30. Je pense qu'il peut aller chercher pas loin de 40 s'il continue à ce rythme-là. Peut-être 37, peut-être 38. Zach Werenski ne s'est pas blessé encore sérieusement cette année. Phew. C'est quand même un joueur qui est reconnu pour se blesser fréquemment. Il risque de manquer un 4-5 matchs quelque part. Là, j'ai de la misère à croire que ça dis n'arrivera pas. Dis pas ça. Don't say that, don't you say that! Je te le souhaite pas, mais réalistement, Ouais. ça risque d'arriver. Dans ces matchs-là, c'est Provorov qui prend l'avantage numérique. Du moins, depuis le début de la saison, c'est ce qui est arrivé. Est-ce que là, ce serait Matechuk? Peut-être, mais jusqu'à preuve du contraire, c'est Provorov. Fait que j'irai le chasser. Des défenseurs, c'est rare. C'est pas un joueur aussi qui est sélectionné souvent dans des poules. C'est 28% sur Fantrax, 13% sur Yahoo. Il devrait être disponible dans vos poules. Du coup, du moins, les chances sont grandes. Puis j'aime mieux prendre un gars comme, tu sais, en termes de points d'ici la fin de la saison, Provorov va en faire plus que Bouilloum qu'on discutait en début d'épisode. Puis juste pour cette statistique-là, je me dis, hey, ça vaut la peine d'aller chercher. Parce que c'est avec ces genres de gars-là que tu vas les gagner. Puis évidemment, Provorov, il va bien. Ces temps-ci, il est 4 points en 4 matchs. Fait que, déjà là, il est sur une belle lancée. Fait que c'est rare que je recommande un camarade, mais là, je le fais. Fait que Thank you. j'espère que
Je t'ai fait, je t'ai fait Bouilloum, plaisir. Bouilloum, moins de points que Provorov d'ici la Ouais, fin de c'est ça. l'année. C'est Prends noté. tes notes. On va en reparler d'ici, soit à la fin de l'année, pour voir si on va les sortir les reçus. On va sortir les notes justement pour voir Honnêtement, s'il y en si a on qui a ont noté raison ou non. tous les takes qu'on a pris depuis le début de l'année, l'année prochaine, il faudrait qu'on le fasse, mais honnêtement, j'en ai fait quelques-unes, puis bon, je me fais niaiser par certains chums, mais je me suis pas trompé si souvent que ça depuis le début de Non, l'année. effectivement. Je me suis trompé à quelques reprises, mais généralement, c'est sur des gars comme Leo Carson. Fait que Ah, écoute, c'est c'est quand même, shit happens. t'as quand même gagné ta semaine la semaine dernière en allant chasser Anthony Beauvillier. Fait que, écoute, on peut croire que que tu vises juste, mon cher Lucky Guy, qui tire sur les bonnes cibles. Dernier joueur à aller analyser cette semaine. Je sens que celui-là va être Je suis controversé. pas d'accord. J'aimerais dire que je suis pas d'accord sur ce J'étais joueur. tellement content de l'inclure. C'est moi qui te l'ai forcé cette semaine. Easton Cohen du côté de Toronto. Ben oui, vous m'avez entendu. Easton Cohen. Il joue en ce moment sur une ligne avec John Tavares et William Nylander. On avait retiré Morgan Riley de l'avantage numérique parce que on le sait, à Toronto, on n'aime pas Morgan Riley puis on veut lui donner le On moins n'aime de pas chances gagner non possible. plus. On n'aime pas gagner non plus. Probably not since the Maple Leafs won the cup. Comme on l'a vu contre les Canadiens de Montréal samedi dernier. Et c'est Easton Cohen, justement, qui en a profité et qui a eu un petit peu plus de temps en supériorité numérique. Bon, il faut dire quand même, il est 0-3 dans les 3 derniers matchs. Il a 1 point ce soir, au moment où on enregistre. Il a un peu plus de temps de glace. On lui donne le plus possible et on lui donne des chances. Et le petit gars, écoute, il réussit à la mettre dedans, il réussit à suivre les gars un petit peu plus vieux. J'aime pas le fait qu'il tire à 1,6 à 1,6 fois par match. Mais le fait est que avec le déploiement qu'il a, sur une deuxième ligne à Toronto, s'il continue à jouer sur un premier avantage numérique, ben écoute, il faut aller le considérer. C'est peut-être pas un chase parfait cette semaine. Gardez l'œil ouvert. S'il continue à avoir un déploiement comme ça, il peut être intéressant. Mais Et je dis je ça te- avec tout le dédain du monde. I see that you're a Montreal Canadiens fan. Ben oui, OK, on est des fans des Canadiens dans l'âme, mais à la base, c'est pas un joueur qu'on aimait en général, Easton Cohen. Même s'il jouait avec les Knights de London, puis je disais que ce genre de joueur-là fonctionne bien dans la Ligue nationale de hockey, et il nous le prouve. Non, mais t'as raison. Là. Wait, what? Je vais objectivement parlant, ben Yes! pas sur toutes, là, mais Ah. ça arrive une fois de temps en temps. Nice. What? How? Non, mais t'as raison. Je veux dire, Easton Cohen joue en ce moment avec Matthew Nice et Austin Matthews. Fait que déjà là, à la base, c'est le genre de joueur que tu vas dire, bon, mais il y a des chances de faire des points. Puis ensuite, quand tu compares les 13 premiers matchs de la saison de Cohen avec ses 8 suivants, durant les 13 premiers matchs, il joue en moyenne 13 minutes 44. Dans les 8 derniers matchs, sa moyenne frôle le 16 minutes. Donc, il a quand même été chercher 2 minutes de plus de temps de glace. C'est 15 de plus quasiment, un petit peu plus que 15 il a fait 4 points en 8 matchs dans cette séquence-là. En début de saison, il était à 5 en 13. C'est vrai qu'il tire peut-être pas assez. En même temps, tu joues avec Austin Matthews. Je veux dire, la rondelle est mieux d'être sur son bâton que sur le tien. Donc, je comprends cette propension-là à vouloir peut-être donner plus la rondelle, même si pour moi, de ce que j'ai vu d'Easton Cohen, c'est un mangeur de puck. Peut-être qu'il veut la donner un peu plus. Puis même quand il joue avec John Tavares et William Nylander, comme il joue en ce moment, il a joué avec Matthews en début de saison. Maintenant, il est avec Tavares et Nylander, mais ça reste quand même que tu vas donner la puck à ces gars-là. Fait que ton argument tient la route encore, même avec ce trio-là. Fait que je suis d'accord par rapport à ça. Ensuite, est-ce qu'il va rester là sur une longue période? Je ne sais pas, mais c'est sûr que c'est pas un mauvais chase à court terme de l'essayer. C'est un joueur qui est quand même reconnu, puis il a eu des saisons extraordinaires, justement à London dans la OHL. C'est un joueur qui, offensivement, est quand même talentueux. Il a quand même un certain talent, un certain don pour marquer. Après ça, est-ce que c'est assez pour dire qu'il va être capable de percer et de devenir un joueur offensif? Je ne sais pas. Tu sais, les Maple Leafs sont quand même pleins de ce type de joueurs-là, là, des Max Domi de ce monde. Il y en a un et un autre qui est passé avec Toronto. C'est pas tout le monde qui est capable de produire dans cet environnement-là. Donc oui. Est-ce que Cohen, c'est le prochain Nick Robertson ou est-ce qu'il va vraiment être capable de produire? Je suis pas prêt à le dire, mais en ce moment, je pense que c'est un coup de dé qui peut valoir la peine. Qui peut être payant. Dans le pire des cas, il va peut-être te faire un 40 points sur une saison. C'est difficile de dire qu'il va faire moins que ça s'il continue de jouer sur un top 6 avec les Leafs. Je pense pas qu'il va garder le premier powerplay. Là. Ça, je vais être bien honnête. Je pense pas que ça va rester très, très, très longtemps. Mais regarde,
hein, sur une courte période, why not coconut, comme dirait je sais pas qui. Ça vaut la peine. Puis, Ça vaut la peine. c'est pas un joueur que j'apprécie, mais regarde, il y a une belle valeur dans un pool de hockey, puis ça peut devenir un bon joueur. Donc, c'est pas parce que je l'aime pas que c'est pas un bon joueur de hockey. En plus, moi, je suis dans un pool avec un gars qui adore les Maple Leafs de Toronto. Fait que c'est le genre de gars que je veux aller chercher pour après ça pouvoir revendre. Considérez ça aussi dans vos pools, justement. Les joueurs qui jouent avec vous, genre les DG, s'ils ont des petits faibles pour des équipes ou pour des joueurs, puis vous pouvez en profiter, faites-le. Petit conseil comme ça. Et c'est ce qui met fin à notre épisode des Dump and Chase de la semaine. Allez nous suivre sur les médias sociaux, sur YouTube, Instagram, TikTok, à 100 Pool Podcast. Est-ce qu'on a oublié certains joueurs à aller dumper ou vous hésitez à un joueur à aller dumper? Il y en a d'autres que vous hésitez à aller chercher, à aller chasser? Allez nous écrire, que ce soit en DM, en commentaire sur nos vidéos, sur notre contenu. Ça va nous faire plaisir de vous aider pour que vous puissiez gagner votre pool cette année. Salut les poolers!